Et oui, la reprise d'une franchise est une alternative à la création, mais quels sont alors à la fois les avantages, mais aussi les inconvénients. Côté candidat, ça a effectivement avantages et inconvénients. Puis côté cédant, comment vendre sa franchise? Et du côté franchiseur, que doit-on faire lorsqu'on est tête de réseau, justement, et qu'on a dans son parc certains franchisés qui souhaitent vendre leur affaire? Eh bien, on en parle avec vous, Sylvain Bartholomeu, président du cabinet Franchise Management, cabinet de conseil spécialisé dans l'accompagnement des franchiseurs. Bonjour, comment ça va, Sylvain? Bonjour, super. Vous êtes bravo. bien? Ouais, je suis très bien et je suis ravi de participer à cet événement qui est une franche réussite a priori, donc bravo. On attend vos questions, hein, évidemment. Hein, si vous avez un projet de reprise, si vous posez des questions, si vous êtes plutôt franchiseur et que vous avez des questions à poser à Sylvain Bartholomeu, n'hésitez pas, on est là pour ça. C'est un sujet d'actu, Arthur. C'est pour ça d'ailleurs qu'on en parle ce soir. Ah oui, c'est clairement un sujet d'actu et la raison, elle est très très simple en fait. Les réseaux sont de plus en plus matures, deviennent de plus en plus vieux. On voit des réseaux qui ont 20 ans, 25 ans et de fait qui sont confrontés au départ à la retraite, ni plus ni moins. Donc il y a des enjeux de reconversion énormes dans les réseaux. Et donc il faut les anticiper parce que ça génère plein de... Enfin, c'est pas des problématiques d'ailleurs, mais c'est plutôt des enjeux d'organisation pour parer à ces éventualités, les anticiper, les accompagner. Et puis côté recrutement, c'est aussi un enjeu en fait. Clairement, comment fait-on pour recruter des repreneurs en fait? La question, elle se pose de plus en plus, elle doit être adressée et c'est bien l'objet de cet échange. Sylvain, il y a beaucoup de franchises à céder aujourd'hui en France. On a des chiffres ou pas du tout? Oui, alors il y a des chiffres, oui, il y a quelques chiffres. Je me suis intéressé à quelques statistiques. Alors déjà au sens général, vous avez aujourd'hui un quart des dirigeants de PME qui ont plus de 60 ans. Donc c'est un vrai sujet. C'est générationnel. Voilà. C'est générationnel. Vous en avez quand même 11% qui ont plus de 66 ans. Donc là, on est quand même proche de la retraite. Je ne parle pas de réforme, soit dit en passant. Et en 2023, en franchise, vous avez aujourd'hui un tiers en fait, des franchisés qui ont passé le cap des 50 ans. Donc un franchisé sur 3 aujourd'hui passe le cap des 50 ans, donc c'est un vrai sujet. Alors c'est disparate en fonction des réseaux, parce qu'il y a des réseaux qui se sont lancés il y a une dizaine d'années ou très récemment, donc qui sont peu concernés. Mais les réseaux aujourd'hui, d'un point de vue opérationnel, moi que je vois qui se sont lancés fin des années 90, début des années 2000, prennent en fait la première vague de cessions. Et vous avez des réseaux qui ont par exemple 15 velléités de cession par an, avec des trends de développement qui étaient fixés à 15 ouvertures. Donc vous passez d'un scénario de plus 15 par an à un scénario de 0. Et puis 2 fois plus de travail pour les équipes de développement qui, au demeurant, n'ont pas été formées, n'ont pas de process en interne pour anticiper, détecter les cessions et accompagner la cession. Donc c'est un vrai sujet structurel, organisationnel, et c'est une vraie tendance en fait. Ce qui veut dire que les réseaux ou certains réseaux n'anticipent pas suffisamment les départs à la retraite de leurs franchisés? Exactement. En fait, on peut être parfois dans certains réseaux dans les perspectives d'ouvrir, de développer, avec des équipes de développement qui sont organisées pour recruter des franchisés, pour ouvrir des unités. Et puis, la pyramide des âges faisant, on se retrouve face à des vagues de cessions. Alors au départ, c'est 1 ou 2, mais là, je suis intervenu il n'y a pas très longtemps dans un réseau où quand on regardait la pyramide des âges à 5 ans, on se rendait compte qu'on avait 3 vagues de 15 qui allaient arriver potentiellement. Donc il faut les anticiper. Et là, on se dit, est-ce qu'on a prévu? Qu'est-ce qui se passe après? Le franchisé va céder à qui? À combien? Quelle va être la valorisation? Est-ce qu'il a anticipé tout ça en termes d'organisation, capitalistique, etc. Ça a été très peu anticipé. La valorisation, on va en parler dans un instant, on va s'arrêter évidemment sur ce point très intéressant, mais avant, on va prendre la question de Paul qu'on va découvrir. Quels sont les défis que rencontrent les entrepreneurs lors de la cession-reprise d'une entreprise? Bon, je t'en prie, Sylvain. Alors, il y a un premier défi qui est un sujet financier. C'est-à-dire, quelle va être la valeur de mon entreprise? On y arrive. Voilà. Voilà, le sujet patrimonial est important. Il y a un deuxième sujet qui est psychologique. C'est que souvent, quand on est dirigeant d'entreprise, accepter la cession et transmettre, c'est un vrai défi. Rendre son entreprise autonome, indépendante de soi, c'est un vrai défi. Donc il y a un défi émotionnel, psychologique, préparer la cession pour rendre l'entreprise autonome, et il y a un sujet évidemment financier. Alors on parle de la valeur du fonds de commerce, c'est un vrai sujet évidemment. Comment l'évaluer? Quels sont les outils et puis qui doit le faire?
Ouais, alors on peut peut-être juste parler de comment est organisée en fait la cession dans un contrat de franchise. Peut-être que Sylvain peut nous éclairer là-dessus dans un premier temps. Oui, alors dans les contrats de franchise, généralement, il y a des clauses de préemption qui permettent aux franchiseurs de préempter en fait à valeur comparable. Il y a aussi des clauses d'agrément qui permettent aux franchiseurs d'agréer en fait le repreneur. Qui aura été choisi par le franchisé. Donc généralement sur le plan juridique, il y a ces deux éléments-là qui permettent de préparer en fait la cession, en tout cas de l'encadrer. Voilà. Aujourd'hui, ça s'arrête là sur l'encadrement juridique. Donc au-delà du juridique se pose la question du candidat qui va reprendre. Donc c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, les franchiseurs n'ont pas forcément identifié des potentiels candidats pour la reprendre, pour la reprise. Et les franchisés aussi cédants n'ont pas forcément la force, l'intention, les sources pour pouvoir trouver les bons candidats pour reprendre en fait. Et juste pour aller plus loin, quelles sont les obligations du franchisé vis-à-vis du franchiseur lors de justement une cession? Le franchiseur, lui, doit respecter son contrat, donc arrivé à échéance, il peut ne pas renouveler le contrat et puis décider de transmettre son entreprise, de la céder. Il n'a pas d'autre obligation que celle-ci, principalement. Il doit informer tout de même le franchiseur. Bien sûr. Quand est-ce qu'il doit l'informer? Alors ça, c'est une bonne question. Dans la réalité opérationnelle, c'est très peu avant la volonté de céder. Donc ça se passe très rapidement. Des fois, il me semble que des annonces de candidats franchisés souhaitant céder leur entreprise... Non, mais ça, c'est un vrai point, parce que nous on le voit sur la plateforme. On voit des franchisés qui postent des annonces de cession sans même que la tête de réseau soit au courant. Donc il n'y a pas eu d'échange préalable. Moi, je pense qu'il faut nécessairement un échange parce que ça se travaille vraiment en amont. Donc un franchisé, alors après le franchisé peut se dire tiens, je vais tenter de mettre mon annonce pour voir si ça mord en fait aussi. C'est une espèce d'effet d'opportunité. Mais de façon générale, il faut vraiment l'anticiper. Et puis globalement, en fait, un franchiseur, il peut avoir des solutions. En général, le franchiseur, il va peut-être proposer à ses quelques franchisés historiques ou des franchisés de son réseau de reprendre. Voilà, c'est aussi des opportunités pour un franchisé existant. Puis après, il y a des leviers pour identifier des potentiels repreneurs. Ce qu'il faut aussi comprendre quand on est candidat à la franchise, c'est que souvent, surtout dans le contexte actuel où les prêts bancaires sont plus difficiles à obtenir, eh bien, mettez-vous à la place d'une banque. Une banque sera beaucoup plus rassurée si vous venez avec un dossier de reprise. Exactement. Donc ça, c'est un vrai point de sensibilisation. Quand on est candidat à la franchise, pensez création, mais pensez surtout franchise, enfin reprise, parce que d'un point de vue tactique, c'est plus facile d'obtenir un prêt bancaire en ce moment. On y reviendra justement pour les candidats à la franchise, mais je reviens sur ma question d'évaluation du fonds de commerce. Comment ça se passe? Alors aujourd'hui, ça se passe de manière très artisanale. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez des franchisés qui s'imaginent une valeur à leur fonds de commerce et à leur activité. Vous avez des franchiseurs qui peuvent s'imaginer aussi une valeur, mais rien n'est défini dans la majorité des réseaux. Donc en fait, aujourd'hui, les clés de calcul de valeur de l'activité d'un franchisé ne sont pas clairement édictées. Il n'y a pas d'outils? On n'a rien aujourd'hui? On a aujourd'hui des sociétés qui peuvent faire des valorisations. L'expert comptable du franchisé peut donner un avis aussi sur la valeur. Bon, après, dans la réalité du marché, aujourd'hui, la valeur d'une entreprise, c'est aussi la valeur que l'acquéreur est prêt à mettre. Voilà, c'est exactement ça. C'est la loi de l'offre et la demande, en fait. S'il n'y a pas d'acquéreur, il n'y a pas de valorisation. Donc Exactement. Vous pouvez avoir une affaire rentable. S'il n'y a personne en face, ça vaut zéro. Donc c'est en règle générale, c'est un calcul qui est fait en concertation avec son expert comptable, bien souvent. Il y a des multiples de chiffre d'affaires ou d'EBITDA, ça reste des trucs très classiques, mais la vraie question, c'est combien la personne en face est prête à mettre. Et la tête de réseau peut intervenir sur la valorisation? Peut dire son mot? La tête de réseau et le rôle d'un franchiseur, c'est d'accompagner les franchisés. Donc aujourd'hui, sur le marché, les franchiseurs accompagnent plutôt bien les jeunes franchisés et les franchisés à maturité. Le défi de demain, c'est de structurer l'accompagnement des franchisés sur la fin du cycle de vie des franchisés. Et donc, anticiper, accompagner à la cession, et notamment accompagner aux différentes démarches qui vont supposer en fait, et permettre aux franchisés de passer d'un état « je veux céder » à un état « j'ai transmis » à un candidat qui est capable de réitérer fidèlement le concept. Ça veut dire qu'il faut prendre à bras-le-corps en fait, le sujet.
prendre à bras-le-corps le sujet, c'est aussi de se dire comment on aide le franchisé dans la valorisation de son entreprise. Est-ce qu'il y a déjà des sessions avec des prix? Donc, est-ce qu'on a déjà quelques référentiels? Voilà. Est-ce qu'on est capable d'identifier une manière d'évaluer la valeur de l'entreprise du franchisé? Ces éléments-là sont extrêmement importants. On a une question de Solsten qu'on va découvrir tout de suite. Elle souhaite savoir, peut-on toujours garder les services de l'entreprise reprise? C'est-à-dire, alors, je pense, Solsten, si vous pouvez éventuellement nous éclairer un peu sur votre question, est-ce que vous souhaitez vraiment savoir? J'imagine qu'on garde le savoir-faire de toute façon, obligatoirement. Le franchiseur reste voilà, évidemment. Évidemment. Ouais. Si vous pouvez nous éclairer voilà, sur cette question, on est plutôt preneur. On va s'intéresser à présent aux candidats. Voilà, on en a beaucoup des candidats aujourd'hui à la création d'une franchise. Quels sont les avantages à la reprise? Alors, Arthur parlait justement de l'aspect financier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les banquiers peuvent être plus favorables pour voir une reprise et permettre à un candidat de reprendre. C'est de la sécurité. Vous avez une entreprise qui tourne déjà et qui fait du chiffre d'affaires, qui est installée. Donc la reprise peut être un modèle plus sécure pour un candidat que la création pure. Ça, c'est une réalité. Donc c'est un point qui est intéressant. Et puis vous avez une entreprise qui est déjà structurée, des équipes qui sont en place, parfois un concept qui a été mis au goût du jour, remodelé. Donc vous, candidat à la franchise, vous rentrez dans un environnement où il y a déjà une clientèle, il y a déjà une équipe installée, on va dire tous les plâtres à essuyer pour pouvoir monter en puissance une activité, et toute l'incertitude est forcément minimisée. Donc c'est un vrai avantage. Aujourd'hui, le marché est malheureusement beaucoup trop orienté sur la création pure. Je pense qu'il y a un sujet aujourd'hui que le marché doit adresser, qui est de communiquer sur ce nouveau canal possible pour entreprendre en franchise, reprendre une franchise existante et notamment permettre de générer des candidats pour les franchiseurs en fait. Avec des candidats qui ne sont pas forcément les mêmes, qui n'ont pas forcément le même profil, puisque l'investissement financier est plus important qu'en cas de création. On est d'accord? Bien sûr. Et ça, évidemment, on ne s'adresse pas forcément au même profil. Et puis, voilà, on prend une affaire qui... Exactement. Alors, l'investissement initial est plus important, ce qui fait qu'aujourd'hui, les têtes de réseau s'interrogent sur comment mettre en place des dispositifs pour permettre, en fait, de faciliter l'accès à la reprise pour les candidats. Donc, par exemple, vous avez aujourd'hui des réseaux qui réfléchissent à mettre en place des fonds internes sur la base du volontariat pour que des franchisés puissent investir auprès de talents et leur permettre de reprendre progressivement une entreprise. Vous avez des mécanismes de type crédit vendeur aussi, qui permettent de lisser l'investissement. Vous avez aussi des mécanismes de type location-gérance, franchise participative, qui peuvent permettre de reprendre en association ou de reprendre progressivement en fait. Mais ces dispositifs-là, il faut que les franchiseurs les imaginent dès maintenant, ou en tout cas regardent leur pyramide des âges et se disent à partir de maintenant, il faut que je sois capable de proposer un dispositif pour que des candidats qui souhaiteraient reprendre puissent le faire, sachant que l'apport est plus important et qu'il faut parfois des dispositifs particuliers. Sylvain, lorsqu'on est candidat à la franchise, quels sont les freins à la reprise ? Alors déjà, évidemment, il y a l'investissement initial, qui peut être un vrai sujet. Il peut y avoir aussi la passation avec le franchisé en place. Reprendre une entreprise, c'est pas facile. Alors, c'est pas facile pour le cédant. C'est pas facile pour le repreneur aussi, parce qu'il y a un historique. Donc cet historique-là fait que vous prenez une entreprise qui est déjà installée. Et capable peut-être de potentiel de développement ? Alors qui peut ne pas avoir de potentiel de développement, qui peut avoir aussi une structuration que je vais devoir, moi, prendre à ma main et puis parfois réajuster, voilà. Des réinvestissements à mettre en œuvre, donc il peut y avoir ces freins-là. Il peut y avoir aussi le frein de l'implantation. Donc ça peut être une implantation qui ne m'intéresse pas particulièrement. Et encore une fois, aujourd'hui, moi, quand je vois les candidats à la franchise se promener, candidater auprès des enseignes, etc., parce que j'en vois un certain nombre tous les ans, ils viennent avec une idée qui est claire, je viens créer ma boîte. C'est-à-dire, ils sont là avec ce mindset-là, en fait. Ils ne sont pas avec le mindset de dire, il y a peut-être des franchises intéressantes à potentiel que je pourrais restructurer. Moi, je vois sur le marché, et je vois chez des franchiseurs, des franchisés qui étaient forcément un peu essoufflés en fin de carrière et des boîtes à reprendre avec des gains de croissance qui peuvent être très intéressantes. Donc ce sujet-là, en fait, il n'est pas adressé, quoi.
tout simplement. Non, mais surtout, en fait, quand on veut ouvrir sa franchise, entre guillemets, from scratch, il y a un tel effort au démarrage. Faire connaître sa marque, faire venir ses premiers clients, gagner son premier salaire. Donc c'est un effort qui est colossal en fait. Et on a souvent tendance à oublier que c'est parce qu'on ouvre une franchise avec déjà une marque existante qu'on va devoir s'affranchir de cet effet-là. Et on voit beaucoup de franchisés en fait qui sont surpris justement par cette énergie qu'il faut mettre au démarrage. Souvent, le simple fait d'ouvrir sa franchise est déjà une réussite. Mais non, mais en fait c'est là que tout démarre. Avec la reprise, vous gagnez au moins ça. Vous gagnez au moins ce temps d'installation de la marque. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer, mais en tout cas, il y a un actif qui est là et qui est super important et qui fait gagner du temps. On va prendre la question de Marie tout de suite. Marie, la question, est-ce qu'il y a une phase de tuilage avec le dirigeant qui cède ? Ce serait bien. C'est mieux. Voilà, c'est mieux. C'est mieux que la session se prépare. C'est là aussi où le travail de l'animation et du management de réseau est important, et des équipes de développement. C'est permettre et faire en sorte que la passation se passe le mieux possible. Donc il y a évidemment une logique contractuelle d'agrément du candidat, mais il y a aussi une préparation à la session. Donc faire en sorte que les franchisés informent bien en amont de leur velléité de céder, et puis ensuite mettre en place, par exemple, je prends l'exemple d'un réseau sur lequel j'interviens, où ils ont mis en place un club des cédants. Donc en fait, les adhérents qui souhaitent céder peuvent participer à ce club-là. Ce club-là, en fait, les informe, les forme, leur aide à faire un point sur leur organisation juridique, capitalistique, comment ça va se passer, sur quoi on les attend, qu'est-ce qu'on peut leur apporter. Donc c'est intéressant parce qu'en fait, vous mettez autour d'une table des adhérents qui partagent le même sujet, qui est le sujet de préparer la session de leur entreprise. Et à côté, dans ce réseau-là, vous avez le club des repreneurs. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives comme ça intéressantes que vous constatez de la part de réseaux qui se sont emparés de ce sujet ? Oui, c'est assez balbutiant aujourd'hui, mais quand je vous parlais de fonds internes, de clubs de cédants, de clubs de repreneurs, en fait, c'est des modèles aujourd'hui qui sont en train d'apparaître, qui sont très très intéressants. On crée le dialogue avec les repreneurs, on crée le dialogue avec les cédants. L'autre point important, un autre exemple que j'ai vu dans un réseau, c'est de détecter en fait et d'encadrer en fait les talents internes qui peuvent demain reprendre. Donc vous avez des directeurs de magasins qui sont très intéressants à potentiel. Vous pouvez les mettre dans un cursus en fait pour les préparer à devenir chefs d'entreprise. Donc c'est en fait les pépites, les talents internes qui sont salariés, qui veulent demain devenir entrepreneurs. En fait, vous les cocoonez, vous les préparez à devenir patron, et puis vous les préparez à reprendre l'entreprise d'un adhérent qui souhaite céder. Donc c'est des exemples très concrets où des réseaux ont pris à bras-le-corps le sujet parce qu'ils ont été percutés par ce sujet-là. Et ça doit servir d'exemple pour les autres réseaux qui viennent derrière, mettre en place des dispositifs pour encadrer les cédants, encadrer les repreneurs, détecter les pépites internes, et puis mettre en place des véhicules financiers pour faciliter en fait la reprise. On l'a compris, en tout cas, un côté franchiseur, la reprise, ça se prépare, oui. En tout cas, évidemment. Et puis, côté candidat à la franchise, il y a des opportunités. Oui. Voilà, du côté de la reprise, il n'y a pas que la création. Sylvain, il nous reste une petite minute, 1 minute 30. On ne l'a pas fait. J'aimerais quand même que vous présentiez le cabinet Franchise Management. Et puis, vous êtes un vrai spécialiste, vous, puisque vous êtes, je ne l'ai pas dit, membre du Collège des experts de la Fédération française de la franchise. Voilà. Oui, et membre du Club expert de la Fédération du commerce associé également. Enseignant à l'IAE Business School également. Et consultant depuis plus de 20 ans et donc président du cabinet Franchise Management. Voilà. Vous nous présentez ce cabinet en quelques mots ? Oui, alors Franchise Management, c'est le cabinet leader en création, développement de réseaux. On a accompagné plus de 500 réseaux, ce qui représente plus de 90 000 adhérents à travers le monde. Un cabinet qui a 35 ans, que je n'ai pas créé, je vous rassure, je l'ai repris, donc j'ai vécu la reprise. Ah bah voilà. J'ai vécu la session, j'ai vécu la reprise, qui est un exercice sur le plan émotionnel très intéressant, puisque j'ai repris le cabinet à mon mentor, qui m'a formé. J'ai démarré dans le conseil chez Franchise Management et j'ai repris en 2014. Donc j'en suis le président, ça fait 10 ans et c'est une aventure entrepreneuriale de reprise et pas de création qui est juste exceptionnelle. Voilà. En tout cas, on le constate, il y a un intérêt croissant pour la reprise aujourd'hui. Et d'ailleurs, sur le site l'Express Franchise et Commerce Associés, au même niveau, lorsque vous arrivez sur la page création, c'est au même niveau, vous avez création ou reprise ?
Alors c'est pas encore au niveau, ça on aimerait bien, mais on voit que les tendances sont croissantes, hein, clairement. Ouais. On voit déjà en termes d'annonces, de volume d'annonces, d'enseignes, etc. Il y en a de plus en plus. Puis on voit aussi en termes de trafic que ça intéresse en fait. Hein. Mais clairement c'est de la pédagogie, il faut qu'on le mette en avant. Et puis surtout c'est notre rôle en fait aussi de médias de parler de ce sujet. Sujet de la TPE, de la reprise TPE-PME, il n'y a pas de banque d'affaires qui vont s'intéresser à vous en fait. Vous êtes trop petit malheureusement. Donc c'est un peu la difficulté aussi de ce marché qui est très atomisé et donc il y a besoin de le rendre beaucoup plus visible. Et puis je pense aussi à des organismes comme le CRA aussi, c'est des associations qui sont importantes en fait, hein, qui accompagnent depuis des années et des années ces petites TPE-PME. Donc il y a quand même des solutions hein, dans le territoire national. Il y a aussi les CCI qui font des choses, donc il faut les identifier. En tout cas, sur le site, hein, on est bien d'accord, et là je ne disais pas de bêtises, sur le site de l'Express Franchise et Commerce Associés, on a évidemment la création, mais aussi oui, alors pour nous maintenant, c'est très simple en fait. Hein. Vous voulez créer votre entreprise, vous arrivez sur le site, aujourd'hui vous avez dans la même barre, d'un côté, je candidate à une enseigne pour l'ouvrir, puis de l'autre, je reprends. Donc on les traite de la même façon. Hein. Pour nous, c'est pareil. C'est peut-être la première initiative du marché sur ce sujet. Ah, eh ben bravo, super. Je dis peut-être, mais il me semble. Moi, j'en suis sûr. Faire attention. Merci infiniment, Sylvain Bartholomew. On était ravis de vous avoir. Merci de nous avoir éclairés. Passez une belle soirée.